J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède avec une constance. On peut assassiner qui appelle des quand même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. 10 jours après la mort de Quentin Derenque, la France vit toujours dans les conséquences politiques de ce drame. Quentin Derenque, c'est ce jeune homme de 23 ans tué à Lyon le 14 février dans une bagarre opposant son groupe de militants d'extrême droite à un groupe de militants antifascistes. Le jeune homme avait été lynché, il est mort des suites de ses blessures 2 jours plus tard. Jean-Marie Colombani, lourdes conséquences politiques. Oui, très lourdes conséquences politiques et qui vont s'étaler dans le temps, je pense, parce qu'elles sont graves. Enfin, les événements sont suffisamment graves pour provoquer ces séquences politiques. Dans un premier temps, on a eu donc le choc de ce drame, de ce lynchage, qui a provoqué évidemment une émotion considérable, avec 2 conséquences politiques immédiates. D'une part, la délégitimation de la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, et d'autre part, la valorisation mécanique, ipso facto, du Rassemblement national qui trouve là une occasion de se dédiaboliser sans avoir rien à faire autre que dénoncer le comportement de LFI. Alors LFI délégitimé parce que on a découvert qu'il y avait un lien organique entre le parti lui-même et le mouvement antifasciste, la Jeune Garde, qui est responsable, à travers un certain nombre de ses militants, de la mort et du lynchage du jeune militant d'extrême droite. Donc c'est cela qui a provoqué cette onde de choc qui fait que la France insoumise s'est retrouvée vraiment sous le regard des projecteurs et une dénonciation généralisée. Dans un deuxième temps, il y a eu le défilé d'hommage à ce jeune militant. Qui a eu lieu ce samedi à Lyon. Et là, d'une part, on s'est aperçu que la famille de Quentin Derenque, cette famille se désolidarisait des organisateurs de cette marche. 3200 ou 3300 personnes ont défilé dans les rues de Lyon et ont dénoncé, la famille donc a dénoncé l'instrumentalisation politique de cet événement. Et en même temps, on a observé qui étaient ces 3200 participants. Et dans ces 3200 participants, il y avait nombre de militants d'extrême droite, ouvertement pro-nazis ou pro-néo-nazis comme on voudra, ouvertement raciste, ouvertement xénophobe, enfin le vrai visage en quelque sorte de l'extrême droite. Et à ce moment-là, le réflexe a été de dire oui, mais voilà, le mouvement de la Jeune Garde et d'autres antifascistes ne sont pas nés par hasard. Ils sont nés dans un contexte lyonnais où l'extrême droite est extrêmement présente et virulente. Donc il y a eu une sorte dans le regard porté sur les événements, une sorte de rééquilibrage. Alors avec une tentative évidemment pour les uns ou pour les autres de renvoyer les 2 factions dos à dos, même si c'est assez injuste, une comptabilité qui s'est installée en disant oui, mais l'extrême droite en France historiquement est beaucoup plus dangereuse en nombre de victimes que l'extrême gauche. Et cela, si on part de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, c'est assez avéré, ne serait-ce que parce que au sein de l'extrême droite française, il y a eu l'OAS et qu'au moment de l'OAS, il y a eu quand même un certain nombre de victimes. Mais en même temps, c'est un débat un peu vain parce que, je veux dire, il y aura toujours des gens pour trouver que l'extrême gauche a raison et se radicalise à cause de la radicalisation de l'extrême droite, et à droite, des gens pour dire tout ça est finalement de la faute de la radicalisation de l'extrême gauche qui conduit à la droitisation du paysage politique français. Et on semble découvrir ou redécouvrir cette violence politique qui peut-être, comme vous le disiez, n'avait jamais vraiment disparu. En tout cas, il y a un certain discours politique qui accompagne la séquence actuelle, qui est l'idée d'un front anti-LFI. Jusque-là, on avait plutôt entendu parler d'un front républicain, d'un front anti-RN. Désormais, par exemple, dans la bouche d'Aurore Berger, il faudrait une sorte de cordon sanitaire contre la France insoumise. Oui, alors le processus, en fait, était déjà engagé à travers ce que l'on a appelé la dédiabolisation du Rassemblement national, qui consistait à dire, mais au fond, le Front républicain n'a plus à exister.
puisqu'il était destiné à faire barrage à l'extrême droite, mais on voit bien que le Rassemblement national est de moins en moins l'extrême droite. En tout cas, ceux qui pensent comme cela, notamment comme Éric Ciotti, qu'il faut une alliance entre la droite et l'extrême droite, vont dans ce sens. Donc, il y avait déjà ce processus largement engagé. Et du coup, là, l'événement qui a consisté à voir, voilà, ce lynchage dont les auteurs sont des mouvements qui se réclament de l'extrême gauche, a fait basculer toute une partie de l'opinion dans le sens où on se dit, ben non, le barrage, le Front républicain, le barrage qu'il faut faire, ça n'est plus contre le Rassemblement national, c'est contre la France insoumise. Donc il faut tout faire pour éviter que la France insoumise ne progresse ou que Jean-Luc Mélenchon ne parvienne au second tour. Donc il faut tout faire pour éviter un second tour entre Mélenchon et l'extrême droite. Enfin, ceux que certains qualifient d'extrême droite et qui se considèrent aujourd'hui comme une droite, j'allais dire, dédiabolisée, normale. Et donc c'est le débat qui a lieu aujourd'hui, qui traverse évidemment la gauche. Le premier à réagir a été François Hollande, qui a tout de suite dit que c'en était fini de la relation entre la gauche dite de gouvernement, la gauche dite social-démocrate d'une part, et la France insoumise d'autre part, en disant, mais voilà, nous n'avons rien à voir avec la France insoumise et ses méthodes ou cette radicalisation-là. Il y a en revanche d'autres points de vue, comme celui de, je pense à Dominique de Villepin, qui dit attention à ne pas diaboliser maintenant que l'on a diabolisé l'extrême droite et que la diabolisation de l'extrême droite a conduit au progrès de l'extrême droite, en tout cas factuellement. Je ne veux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais factuellement, à mesure que l'on essayait de diaboliser l'extrême droite n'a cessé de continuer à progresser. Et Dominique de Villepin dit, il faut surtout pas diaboliser maintenant la France insoumise, parce qu'on va la renforcer. Et on va faire de Jean-Luc Mélenchon le principal leader de l'opposition demain, et demain, au-delà de leader de l'opposition, un candidat crédible pour le pouvoir. Donc, il y a ces deux points de vue qui sont en présence, et pour le moment, je ne sais pas lequel des deux prendra le dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est entré maintenant de plein pied dans la perspective de l'élection présidentielle, et que tout va tourner autour de cela, et du point de savoir si on est condamné, si le pays est condamné à un face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ou bien si Jean-Luc Mélenchon va être progressivement mis hors jeu par les Français eux-mêmes, compte tenu de ce qui s'est passé, à charge à ce moment-là pour les autres, ceux qui se réclament du centre, de la droite ou du centre de gauche ou de la gauche elle-même, d'être capables de dégager un leader, un projet et d'incarner une alternance autre que le Rassemblement national. C'est tout l'enjeu des semaines et des mois qui viennent. Et le premier tour des municipales qui aura lieu maintenant dans 3 semaines sera peut-être un premier indice. Donnera quelques éléments en effet parce que va se poser la question de savoir, par exemple au second tour, si on fait barrage à la France insoumise ou si on continue d'essayer de faire barrage au Rassemblement national. Ça va se jouer dans nombre de villes et de grandes villes sans doute, et ce sera un des éléments clés de la politique. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet édito politique. À très bientôt. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.